Dès les premières analyses, un bénéfice central émerge, une accélération de mobilité régionale en 10 mots. Réduire les coûts, élargir les marchés, stabiliser les échanges. Mais cette perspective n'arrive pas sans risque majeur. En s'opposant aux puissances qui ont longtemps structuré l'économie du Burkina Faso, toute avancée devient une épreuve d'équilibre diplomatique où chaque décision peut entraîner des sanctions, des pressions ou un isolement prolongé. Ce qui se joue ici dépasse la technique, c'est l'avenir d'un pays qui cherche à rompre avec des décennies de dépendance. Les infrastructures ferroviaires ne sont qu'un prétexte visible à une bataille plus profonde, celle des influences politiques et de la capacité d'un État à décider seul. Un détail revient pourtant comme un avertissement subtil. Si la construction avance, la réaction extérieure avance aussi, parfois plus vite qu'on ne le pense. Et si ce contraste déterminait la suite du récit ? Les premiers relevés montrent un basculement mesurable, plus de 15 000 travailleurs mobilisés en moins d'un an et une projection de plus de 10% de croissance potentielle sur 5 ans si le réseau ferroviaire atteint son rythme prévu. Ces deux chiffres, placés côte à côte, révèlent la véritable envergure du pari porté par Ibrahim Traoré. Un projet qui ne s'impose plus seulement comme une infrastructure, mais comme une rupture stratégique, visible à l'échelle du Sahel. Derrière cette montée en puissance, le contexte se déroule comme une ligne de force qui s'étire depuis plusieurs décennies. Le Burkina Faso, enclavé et longtemps dépendant, a vu ses anciennes voies ferrées servir les logiques extractives, transformant le pays en simple point d'acheminement pour des ressources destinées à d'autres marchés. C'est précisément cette histoire-là que le nouveau projet tente de renverser en faisant des rails un instrument de souveraineté plutôt qu'un vecteur de dépendance. À mesure que les travaux progressent, les réactions extérieures se multiplient. Les sanctions françaises appliquées dès les premiers chantiers ont agi comme un signal. La marge d'erreur du Burkina Faso se réduit à mesure que sa volonté d'autonomie s'élargit. Mais quelque chose d'autre se joue, plus discret. Les voisins directs, Mali et Niger, observent cette accélération avec une attention nouvelle. Eux aussi ont vécu la même mécanique de dépendance, la même fragilité logistique, les mêmes pressions diplomatiques. Le projet burkinabé devient alors un précédent, peut-être même un déclencheur pour imaginer un corridor régional détaché des anciennes puissances coloniales. Cette possibilité, encore seulement esquissée dans les coulisses, redessine progressivement la carte mentale du Sahel. Dans cet enchaînement, une question ouverte depuis le Houk commence à se refermer. Si une seule ligne de chemin de fer peut déstabiliser un équilibre installé depuis 50 ans, que deviendra cet équilibre lorsque 3 pays décideront de le défier ensemble ? La réponse, même partielle, montre que les rails en construction portent pas plus qu'un projet. Ils portent une redistribution des rapports de force. Dès les premières étapes du chantier, 2 scènes brèves, mais révélatrices, ont émergé parmi les équipes mobilisées. La première se déroule dans une zone rurale où, quelques mois auparavant, l'absence d'infrastructures limitait presque toute activité économique. Là, une équipe de jeunes ouvriers, formés en urgence aux techniques de pose de rails, raconte comment leur village est passé d'une économie quasi stagnante à un flux continu de transport logistique improvisé. Ce microcas, minuscule sur la carte du Sahel, montre pourtant un changement concret. L'arrivée du projet crée des espaces où l'emploi, la mobilité et la confiance collective se recomposent simultanément. Le second cas vient d'un district périphérique où les travaux avancent plus lentement, mais où l'on observe une autre dynamique. Des commerçants locaux réorganisent déjà leur circuit traditionnel en prévision de la future ligne ferroviaire. Sans rails encore fonctionnels, des ajustements se font comme si la perspective même du train suffisait à réorienter les comportements. Les discussions entre artisans, transporteurs et agriculteurs montrent une anticipation rarement observée dans des projets d'État. Chacun tente de se positionner avant que les premiers wagons ne circulent. Ces 2 fragments, modestes en apparence, éclairent la réalité du chantier. Le ferroviaire agit avant même d'exister pleinement, simplement parce qu'il rompt une inertie installée depuis trop longtemps. Cette dynamique précoce donne un aperçu du potentiel du projet, mais aussi des enjeux qu'il entraîne pour les populations qui se réorganisent autour de lui. En résumé, l'impact commence avant le rail. À ce moment-là, une phase d'activation semble se dessiner. Le déclencheur apparaît presque brusquement,
l'annonce publique du projet ferroviaire, porté directement par Ibrahim Traoré, bouleverse d'un seul mouvement l'agenda diplomatique des puissances encore influentes au Sahel. Quelques semaines après cette prise de position, les premières sanctions françaises tombent. Elles ne sont ni graduelles ni nuancées. Elles arrivent comme une coupure nette destinée à rappeler la fragilité économique d'un pays enclavé. Chaque restriction financière agit comme un signal d'alarme, ravivant une inquiétude longtemps tue, sans voie d'accès maritime et sans soutien extérieur. Le Burkina Faso peut-il réellement soutenir un chantier de cette ampleur? Pourtant, au lieu de ralentir, les travaux avancent. Les équipes locales, galvanisées par la perspective d'un réseau autonome, multiplient les rotations. Les premiers rails arrivent dans les zones rurales, transformant les chantiers en points de ralliement improvisés. La mécanique s'enclenche, irrémédiable. À ce stade, la tension atteint un sommet narratif. Le point de tension maximal survient lorsque les premières images des chantiers circulent dans la région. Elles montrent une main-d'œuvre locale massive, plus de 15 000 travailleurs en moins d'un an. Un chiffre qui contredit l'idée répandue selon laquelle le projet serait un simple geste politique. Ces images atteignent le Mali et le Niger, attisant une curiosité puis une adhésion progressive. Les rencontres officieuses s'enchaînent, d'abord sous forme de visites techniques discrètes, puis de réunions secrètes visant à imaginer un corridor ferroviaire commun. À mesure que les discussions avancent, la réaction internationale se durcit. Un faisceau de pression diplomatique tente d'endiguer cette dynamique inattendue. Avertissements européens, critiques médiatiques, agitation d'hypothèses, de sanctions élargies. La tension atteint son apogée lorsqu'un sabotage est signalé sur une portion encore en travaux. Le geste est perçu comme un tournant. Il ne s'agit plus d'une simple opposition économique, mais d'un affront direct envers un projet devenu symbole de résistance. Les autorités burkinabées réagissent avec fermeté. Des unités dédiées sécurisent les zones sensibles. Des messages publics rappellent que tout acte contre le chantier sera considéré comme une attaque contre la nation. Ibrahim Traoré intervient alors sobrement, mais avec poids. Il présente le sabotage comme une preuve supplémentaire de la nécessité de poursuivre, et non de reculer. Ce repositionnement transforme un incident en accélérateur narratif. Après cette étape, des répercussions se font sentir. Après ce sommet de tension, les répercussions se déploient sur plusieurs fronts. Sur le plan intérieur, l'incident renforce paradoxalement la cohésion populaire. Les communautés locales, jusque-là spectatrices prudentes, se mobilisent davantage autour du chantier. Des initiatives spontanées naissent. Gardes communautaires, comités d'organisation, programmes locaux d'assistance aux équipes techniques. Ces efforts ne se substituent pas aux dispositifs officiels, mais les complètent, créant une forme de copropriété symbolique du projet. Sur le plan régional, le Mali et le Niger intensifient leurs échanges avec le Burkina Faso. Les discussions informelles se structurent progressivement autour de l'idée d'un axe ferroviaire indépendant des anciennes puissances coloniales. Ce glissement révèle un changement profond. Le projet burkinabé ne cherche plus seulement à exister, il commence à entraîner avec lui des nations qui y voient un moyen d'émancipation collective. Enfin, à l'échelle internationale, la dynamique provoque une recomposition inattendue. Si certaines puissances occidentales durcissent leur position, la Russie et la Chine renforcent leur intérêt pour un projet perçu comme emblématique d'une souveraineté nouvelle. Les débats diplomatiques deviennent plus denses, les prises de position plus tranchées, et le projet ferroviaire cesse définitivement d'être un dossier technique pour devenir un champ de bataille géopolitique. On pourrait dire qu'il existe une transition claire entre la situation initiale et son évolution. Avant le lancement du projet, les coûts de transport au Burkina Faso figuraient parmi les plus élevés de la région, avec une surcharge estimée entre 30% et 40% par rapport aux pays dotés de réseaux ferroviaires. Les premières projections indiquent qu'une fois les lignes opérationnelles, ces coûts pourraient diminuer de 20% à 25% en l'espace de 5 ans. Cette baisse annoncée ne relève pas d'un simple optimisme technique, elle s'appuie sur la structure même du ferroviaire, plus stable, moins sensible aux aléas saisonniers et capable de transporter des volumes plus conséquents à coût constant.
Réduire la surcharge logistique signifie libérer une marge vitale pour les producteurs locaux. Penses-tu ? Le deuxième chiffre clé surgit du terrain social. Plus de 15 000 travailleurs ont été recrutés en moins d'un an pour participer au chantier. Ce volume dépasse les prévisions initiales et traduit une dynamique inattendue. Non seulement ces emplois réduisent directement le chômage, mais ils créent un bassin de compétences techniques rarement accessible auparavant. La montée en compétences des travailleurs formés renforce la résilience économique globale du pays. Chaque équipe formée ajoute une capacité opérationnelle durable au projet national. 12 tues. Le troisième indicateur touche à l'infrastructure elle-même. Les analyses préliminaires prévoient un impact économique potentiel d'environ plus de 10% sur les 5 premières années d'exploitation. Ce pourcentage reflète autant l'amélioration de la mobilité interne que l'élargissement de l'accès aux marchés régionaux. Le chiffre n'est pas certain, aucun n'est jamais garanti, mais il exprime une possibilité mesurable de transformation structurelle. Une progression économique mesurée annonce un changement profond de trajectoire nationale. 11 tues. À partir de ces 3 mesures, la dynamique se clarifie. Le projet ferroviaire ne repose pas seulement sur des déclarations politiques, mais sur une base chiffrée cohérente, issue d'observations directes et de comparaisons régionales. La cohérence des données reflète également une logique de développement rarement aussi lisible dans un pays enclavé. Les coûts baissent, l'emploi augmente et les projections économiques s'élargissent. Chacune de ces composantes renforce les deux autres, créant un triangle d'effets cumulatifs. Les effets secondaires visibles sur le terrain apparaissent également dans les zones rurales. Les premières routes d'accès améliorées, construites pour acheminer les matériaux, facilitent déjà les déplacements vers les écoles et les centres de santé. La baisse progressive des coûts de fret, même avant la mise en service du réseau, influence les prix de certains produits de première nécessité. Cette transition progressive confirme une chose: le rail agit avant même d'être achevé. Au niveau régional, l'impact chiffré devient un levier politique. Le Mali et le Niger, après avoir constaté la progression rapide des chantiers, ont lancé des études internes visant à évaluer leurs propres gains potentiels si une extension ferroviaire commune venait à voir le jour. Ce phénomène d'alignement progressif ne dépend pas uniquement d'idéaux géopolitiques, mais d'un constat simple. Lorsqu'un pays réduit ses coûts logistiques et crée un corridor stable, ses voisins en bénéficient mécaniquement. À l'échelle internationale, les chiffres produisent un effet inattendu. Alors que les puissances occidentales accentuent leurs sanctions, d'autres acteurs, notamment la Russie et la Chine, s'appuient sur ces données pour justifier leur soutien à un projet perçu comme durable et stratégique. Les chiffres deviennent alors des arguments diplomatiques, utilisés pour légitimer ou combattre l'initiative. En somme, les données ne racontent pas seulement un projet, elles tracent une tendance solide, difficile à ignorer. 2 thèses s'affrontent désormais autour du projet ferroviaire, chacune portée par des arguments structurés. La première, favorable, voit dans cette initiative un levier décisif pour l'indépendance économique. Les partisans rappellent que les infrastructures héritées de l'époque coloniale servaient essentiellement à extraire les ressources au profit d'acteurs extérieurs. Ils soulignent aussi que les 15 000 emplois créés en moins d'un an ne relèvent pas d'un hasard, mais d'une dynamique sociale mesurable. Pour eux, le projet transforme déjà la vie économique du pays, notamment dans les zones rurales où les nouveaux accès logistiques redéfinissent les circuits locaux. Cette thèse met en avant un constat. Une croissance potentielle de plus 10% sur 5 ans n'est pas un fantasme politique, mais une projection étayée par des études internes. La seconde thèse, critique, se concentre sur la faisabilité à long terme. Ses défenseurs redoutent un coût mal anticipé, potentiellement excessif pour un pays exposé à des sanctions économiques croissantes. Ils rappellent que l'isolement diplomatique peut réduire l'accès au financement et compliquer la maintenance des infrastructures. Certains pointent la fragilité d'un État enclavé, dépendant encore de certains circuits extérieurs pour l'importation de matériaux essentiels. À ces inquiétudes s'ajoute la crainte d'une reproduction de précédents africains où de grands projets, ambitieux mais mal entretenus, ont fini par devenir des infrastructures délaissées, faute de ressources ou de stabilité.
La réponse à ces critiques s'appuie sur les données observables dans les sources. Malgré les sanctions françaises, la progression du chantier n'a pas ralenti. Les 3 indicateurs majeurs, baisse attendue de 25% des coûts logistiques, montée en compétences de milliers de travailleurs et influence régionale croissante sur le Mali et le Niger, montrent une tendance inverse à celle redoutée par les sceptiques. Le projet n'avance pas contre des obstacles invisibles. Il avance malgré des obstacles visibles, chiffrés, documentés. Ce décalage entre crainte et réalité mesurable constitue le cœur de la réfutation. Les données ne garantissent pas la réussite, mais elles invalident l'idée d'un échec automatique. Un tournant apparaît soudain. Au milieu de la progression du chantier, un détail longtemps ignoré se révèle. Les discussions secrètes entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso se sont intensifiées bien plus tôt qu'attendu, et cette accélération reconfigure discrètement l'équilibre régional. Ce n'est plus seulement un projet dirigé par Ibrahim Traoré, mais un point d'ancrage autour duquel d'autres nations cherchent à bâtir une marge d'autonomie collective. Le caractère confidentiel de ces échanges montre que la coopération n'est pas une réaction tardive, mais un mouvement en gestation dès les premières tensions diplomatiques. Dans les couloirs des administrations, les premiers schémas d'un corridor commun ont circulé, sans validation officielle, mais suffisamment aboutis pour indiquer une réelle volonté d'intégration. Les sanctions extérieures, censées freiner le projet, semblent au contraire avoir accéléré la convergence entre les 3 pays. À mesure que les pressions économiques augmentent, l'hypothèse d'une alliance structurée gagne en crédibilité. Ce midpoint change la lecture du dossier. Le chemin de fer n'est plus une infrastructure nationale, mais un levier géopolitique qui attire, rassure ou inquiète selon les capitales. Et à partir de cet instant, chaque mètre de rail posé acquiert une portée régionale que personne ne peut plus ignorer. Les conséquences du projet ferroviaire s'étendent désormais sur 4 fronts distincts, chacun révélant une transformation profonde du Burkina Faso et de la région. Les effets ne sont pas seulement matériels, ils redéfinissent des trajectoires sociales, économiques et géopolitiques. Et tous, d'une manière ou d'une autre, renvoient à l'élan déclenché par Ibrahim Traoré. Dans les villages proches des chantiers, l'impact est immédiat. Les routes d'accès créées pour transporter les matériaux ont raccourci les trajets vers les écoles et les dispensaires, modifiant la vie quotidienne. Les travailleurs formés au maniement des rails et de la logistique acquièrent des compétences qu'ils n'auraient jamais pu développer autrement. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'un projet d'État transforme concrètement leur cadre de vie. Avant même que les trains ne circulent, les prix de certaines denrées diminuent légèrement grâce aux flux logistiques improvisés. Ce simple signe montre que les infrastructures peuvent par anticipation réorganiser un territoire. Les entreprises agricoles et minières, historiquement dépendantes du transport routier coûteux, entrevoient une marge nouvelle. La réduction attendue des coûts logistiques, 20 à 25% selon les projections, pourrait changer leur compétitivité régionale. Les distributeurs préparent déjà des routes commerciales qui n'existaient pas auparavant, anticipant un accès élargi vers le Mali et le Niger. Pour certains acteurs privés, la perspective d'un corridor régional autonome représente une rupture comparable à l'ouverture d'un port intérieur. La simple possibilité de transporter plus vite, plus loin et moins cher agit comme un moteur d'innovation organisationnelle. Pour l'État burkinabé, les conséquences sont doubles. D'un côté, le chantier consolide une capacité institutionnelle longtemps fragilisée, gestion d'équipes massives, formation de milliers de travailleurs, coordination avec des régions éloignées. De l'autre, les tensions diplomatiques, sanctions françaises, pression européenne, rumeurs de sabotage obligent le gouvernement à renforcer sa posture souveraine. L'intervention publique d'Ibrahim Traoré, après les incidents sur les rails, a marqué un tournant. La défense du projet est devenue une affirmation politique. L'État n'agit plus seulement comme opérateur, mais comme gardien d'un symbole national. C'est au niveau régional que l'impact est peut-être le plus profond. Le Mali et le Niger, confrontés aux mêmes contraintes historiques, voient dans l'initiative burkinabé une opportunité d'autonomie collective. Les réunions discrètes autour d'un corridor ferroviaire commun montrent une convergence rare. Si une telle alliance prenait forme, elle pourrait éroder l'influence des anciennes puissances coloniales sur le Sahel.
Dans ce contexte, chaque avancée du projet burkinabé devient un signal stratégique pour toute la région. Continuité, résistance, projection vers un modèle de développement endogène. Les puissances extérieures réagissent aussi. L'Union européenne renforce ses avertissements, tandis que la Russie et la Chine intensifient leur soutien. Le projet ferroviaire, autrefois national, devient un pivot de recomposition géopolitique. À ce stade, les conséquences ne sont plus théoriques. Elles se mesurent dans les villages, dans les entreprises, dans les administrations et dans les chancelleries étrangères. Elles annoncent un changement d'air pour le Sahel. Les 6 à 12 prochains mois cristallisent 3 trajectoires possibles pour le projet ferroviaire, chacune plausible au regard des tensions, des chiffres observés et des réactions régionales. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir, mais tracent les lignes de force déjà visibles dans les données et les dynamiques politiques. Scénario 1, base, avancée prudente, sous pression contrôlée. Dans ce scénario intermédiaire, les travaux se poursuivent malgré un environnement diplomatique toujours tendu. Les sanctions restent actives, mais n'empêchent pas l'approvisionnement du chantier. Les 15 000 travailleurs déjà mobilisés continuent d'opérer, et les premières sections testables sont achevées. Le Mali et le Niger maintiennent leurs discussions, sans officialiser encore une alliance ferroviaire. Les coûts logistiques commencent à baisser localement, mais l'effet national reste limité. L'État stabilise l'avancement, sans rupture majeure, mais sans expansion rapide. Le projet progresse, mais à un rythme calibré par la pression extérieure. Scénario 2, optimistique, accélération régionale et soutien discret. Ici, les 3 pays, Burkina Faso, Mali, Niger, décident d'officialiser un cadre de coopération ferroviaire. Les sanctions extérieures, bien que toujours présentes, perdent de leur efficacité car de nouveaux partenariats s'organisent silencieusement, notamment avec des acteurs prêts à investir dans le Sahel. Les projections économiques, dont la possible hausse de plus 10% sur 5 ans, trouvent un début de matérialisation dans la dynamisation des marchés intérieurs. Les entreprises locales réajustent leurs circuits. Et les premiers tronçons deviennent opérationnels. Le Sahel se dote d'un corridor économique qui commence à peser sur les équilibres régionaux. C'est le scénario où le projet devient référence continentale. Scénario 3, worst, blocage financier et choc de sécurité. Dans cette version, les pressions internationales s'intensifient au point de geler certains financements essentiels. Les actes de sabotage, déjà apparus dans les sources, se multiplient et obligent l'État à rediriger des ressources vers la sécurisation plutôt que vers l'avancement technique. Les coûts de construction s'élèvent, le rythme ralentit et les entreprises locales, privées de perspectives logistiques, hésitent à s'engager davantage. Le chantier ne s'arrête pas complètement, mais son horizon se brouille. Le risque majeur, l'essoufflement institutionnel qui pourrait transformer l'ambition ferroviaire en infrastructure inachevée. Pour les observateurs comme pour les acteurs locaux, une approche s'impose. Ne jamais analyser le projet seulement par son état présent, mais par sa capacité à créer des effets structurels avant même d'être achevé. C'est là que se joue la véritable lecture stratégique. Pour comprendre la portée réelle du projet ferroviaire, il faut l'observer non seulement comme une décision d'État, mais comme un mouvement qui touche 3 cercles humains distincts. Chacun réagit différemment, mais tous voient leur quotidien s'inscrire dans une transformation plus vaste que Groupe A, les jeunes et les travailleurs. Pour cette génération souvent confrontée au chômage, le chantier ferroviaire agit comme un sas d'entrée vers des compétences nouvelles. Les 15 000 postes créés ont ouvert un accès inédit à la formation technique, mais surtout à une perspective, celle de participer directement à un projet capable de modifier la structure économique du pays. Beaucoup y voient une rare occasion d'être acteurs et non simples témoins d'un changement national. Groupe B, les familles des zones rurales. Pour celles vivant loin des capitales, l'amélioration des routes d'accès, la baisse progressive de certains coûts de transport et l'arrivée de services annexes, écoles, centres de santé, infrastructures locales, représentent donc les premières retombées visibles. Le ferroviaire devient une promesse concrète, rendre possible ce qui était auparavant trop loin, trop coûteux ou trop lent. Pour ces familles, chaque nouvelle structure bâtie matérialise une forme de reconnaissance longtemps absente. Groupe C, les observateurs régionaux et africains. Dans les pays voisins, le projet est perçu comme un signal.
le Mali et le Niger envisagent déjà leur propre participation, voyant dans cette initiative un modèle d'émancipation régionale. Les populations du Sahel, souvent confrontées aux limites imposées par les anciennes puissances coloniales, interprètent le projet comme un symbole. Un pays enclavé peut remodeler son destin. Cette perception devient aussi influente que les rails eux-mêmes. À travers ces 3 cercles, le projet dépasse la technique. Il devient une trajectoire collective, portée par ceux qu'on croyait trop éloignés des grands choix d'État. Pour qu'un projet d'une telle ampleur traverse les tensions, les sabotages et les pressions internationales, une feuille de route claire devient indispensable. Les données des sources révèlent plusieurs leviers déjà amorcés, mais qui doivent être articulés dans une stratégie cohérente. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette trajectoire peut se structurer autour de 5 étapes réalistes, chacune indispensable pour transformer les avancées actuelles en un réseau durable. 1. Sécuriser l'infrastructure de manière permanente. Les sabotages signalés dans les sources montrent une vulnérabilité réelle. Une protection continue, mêlant forces publiques, gardes communautaires et dispositifs techniques, permettrait de réduire les interruptions critiques. Le but n'est pas la militarisation du chantier, mais la prévention structurée. 2. Stabiliser les équipes techniques et la formation. Les 15 000 travailleurs recrutés constituent un socle, mais la maintenance ferroviaire exige des compétences plus spécialisées. Renforcer les centres de formation déjà créés autour des chantiers garantit la pérennité du projet. C'est un investissement social autant qu'opérationnel. 3. Consolider les partenariats régionaux. Le Mali et le Niger ont déjà manifesté un intérêt concret. Formaliser une coordination trilatérale, même minimale, offrirait un bouclier politique face aux pressions extérieures. Une alliance régionale réduit la dépendance à des acteurs extérieurs et augmente la résilience logistique. 4. Diversifier les sources de financement et d'approvisionnement. Les sanctions françaises ont montré que la dépendance à un seul circuit est risquée. Chercher des partenariats multiples, africains, eurasiens ou techniques, assure la continuité du chantier malgré les blocages diplomatiques. 1. Communiquer de manière ouverte avec la population. Les effets anticipés, baisse progressive de certains prix, meilleur accès aux services, doivent être expliqués pour maintenir la cohésion sociale. Une communication régulière renforce la confiance et diminue l'espace pour la désinformation. Dans les premières scènes aperçues au début du chantier, ces villages où quelques ouvriers posaient les premiers rails, ces commerçants réorganisant déjà leur trajet bien avant le passage du train, se trouvait une image discrète, presque anodine, celle d'un pays commençant à bouger avant même que l'infrastructure n'existe vraiment. Ce motif, né dans ces microcas du terrain, revient maintenant avec un poids nouveau. Un chiffre circule. Quelques centaines de kilomètres de rails suffiraient à bousculer un demi-siècle d'équilibre géopolitique au Sahel. Pourtant, un autre chiffre, plus discret, révèle comment ce pari, porté par Ibrahim Traoré, a déjà déclenché des réactions en chaîne chez ses voisins du Niger au Mali. Si ce projet n'était qu'une infrastructure, pourquoi chaque mètre de voie posé semble-t-il peser autant qu'un traité, pour le Burkina Faso et pour ceux qui le surveillent ? Et si derrière ces rails encore inachevés, se jouait silencieusement l'avenir même de la souveraineté régionale ? Le projet ferroviaire présenté dans les sources promet bien plus qu'un simple corridor logistique. Il ouvre une brèche rare dans laquelle un pays enclavé peut redéfinir sa souveraineté économique.